Bonjour tout le monde. Nous voilà pour cette première vidéo pour la correction de l'Ecricom 2020 avec comme premier exercice un exercice d'algèbre en apparence assez classique. Alors on commence tout de suite. Donc pour la partie A, on avait une matrice qui dépendait d'un paramètre. On va choisir A égale 1. On nous demande de donner la matrice M que voici. Puis ensuite de calculer m-i au carré, et sans surprise, quand vous calculez m-i, vous faites m-i fois m-i, vous trouverez 0. On nous demande ensuite l'unique valeur propre possible, donc le terme possible nous rapporte à un polynôme annulateur, et avec l'équation matricielle satisfaite par m dans la question précédente, on remarque que ce polynôme est un polynôme annulateur de m. On peut donc en déduire que le spectre de m est inclus dans la ou les racines de p, et p, x moins 1 au carré vaut 0, ça ne vous donne que x égale 1. Donc la seule valeur propre possible, c'est 1. Ensuite, on nous demande si m est inversible. Alors pour l'instant, vous voyez, on n'a pas encore trouvé le spectre, mais on sait que soit le spectre est vide, soit il est réduit à 1. Donc dans tous les cas, 0 n'est pas dans le spectre. Donc M est inversible. Puis on nous demande si la matrice M est diagonalisable. Ça c'est la question classique quand vous n'avez qu'une seule valeur propre. On raisonne par l'absurde. Donc par l'absurde, si M est diagonalisable, alors il va exister une matrice P inversible telle que on est ceci. Sauf que la matrice diagonale serait alors la matrice composée de l'unique valeur propre 1. C'est-à-dire ça donne la matrice I. Hop. Et donc ça nous donnerait M égale I. D'accord? Contradiction. Donc M non diagonalisable. Bon, voilà donc pour cette partie A qui se fait assez rapidement. Partie B, pareil, c'est un cas particulier. Alors on va tout de suite s'écrire ce que représente la matrice M. Donc on prend A égale 0. Voilà ce qu'on obtient. Et on nous demande de montrer que 1 est valeur propre et de trouver une base et la dimension du sous-espace propre. Donc ce que l'on va faire pour faire d'une pierre deux coups, on va résoudre tout de suite cette équation. M-i fois x égale 0. Cette équation, si on remplace, donc en supposant qu'on a écrit que x était le vecteur x, y, z, on va trouver 3 fois la même équation. D'accord? Donc ça se réduit à x égale y plus z. Ce qui nous donne une infinité de solutions. D'accord? Donc si on a une infinité de solutions, en tout cas on n'a pas que la valeur, la solution 0, on peut dire que 1 est valeur propre de m, et E1, comme x vaut y plus z, si on remplace x par y plus z, ça va vous donner les vecteurs donc 1, 1, 0 et 1, 0, 1. Alors il nous faut parler de la dimension, et vous savez bien que pour parler de dimension d'un espace, il nous faut parler de base de cet espace. Donc on va dire que ces deux vecteurs forme une base de E1 car ils forment une famille libre. Donc vous avez deux vecteurs non collinéaires et une famille génératrice grâce au vect. Donc à partir du moment où j'ai parlé de base, je peux parler de dimension, et donc la dimension de E1 est égale à 2. Montrer que M n'est pas inversible. Voilà, ça c'était la question 4. Donc montrer que M n'est pas inversible. Alors ici on n'a pas encore le spectre. Pour l'instant on a juste montré que 1 était valeur propre, mais sans savoir ce qui se passait pour les autres valeurs propres. Alors on regarde la matrice, et donc on va certainement chercher une relation entre les lignes ou les colonnes. Et on peut remarquer que l'on a C1 plus C2 plus C3 égale 0. D'accord? Si vous additionnez les trois colonnes, ça vous fait 0. C'est-à-dire qu'il existe une relation entre les colonnes.
Donc s'il existe une telle relation entre les colonnes, c'est que M n'est pas inversible. Et ensuite, on nous demande finalement de trouver les valeurs propres de M et la dimension des sous-espaces propres. Donc là, vous venez de montrer que M n'est pas inversible. Donc, comme M n'est pas inversible, alors 0 appartient au spectre. D'accord? Premièrement. On a déjà 1 qui appartient au spectre. Alors vous voyez, 0 appartient au spectre de M. Ce que je peux déjà dire, c'est que la dimension de E0 sera supérieure à 1. Je ne l'ai pas déterminé, on ne me le demande pas, donc je ne vois pas l'intérêt de le faire. Alors ce qu'on va utiliser, regardez, on a la dimension de E1 qui est égale à 2. On a un résultat sur la somme des dimensions des sous-espaces propres. On sait que quand on prend la somme de toutes les dimensions, c'est égal à la taille de la matrice, en l'occurrence ici 3. Dans cette somme, on sait qu'il y a la dimension de E0, on sait qu'elle fait partie des valeurs propres, la dimension de E1, et puis, y a-t-il autre chose? D'accord? On n'a pas fait l'étude, je vous rappelle, du spectre, donc je ne sais pas si le spectre est réduit à 0 et 1. Donc voilà ce qu'on sait. Alors, ce qu'on a d'autre, c'est qu'on a dit que la dimension de E0 était plus grande que 1, la dimension de E1 vaut 2, et bien donc là, on peut donc conclure qu'il n'y a pas d'autres dimensions, il n'y a pas d'autres valeurs propres. D'accord? Puisqu'il faut que ce soit égal à 3, donc on a déjà fait on a rempli tout le stock. Donc on peut dire que le spectre de M, ça va être 1 et 0. Et vous voyez, avec l'égalité précédente que j'ai écrite, j'ai la somme des dimensions qui vaut la taille de la matrice. Ça me permet de dire que M est diagonalisable. Partie C. Alors, vous voyez, on a étudié les cas A égale 0 et A égale 1. Donc, on se place dans le cas général en dehors de ça. On vous demande tout d'abord de montrer que la famille UVW est une base de E. Alors, pour ça, on va faire un test de liberté. Alors, on va partir de ceci. Et on va s'écrire le système correspondant. Donc, on va avoir lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 égale 0. Ensuite, on va avoir lambda 1 plus lambda 3 égale 0. Et après, lambda 1 plus lambda 2 égale 0. Voilà, alors regardez, avec les deux premières, je vérifie mes coefficients, il n'y a pas de problème. Avec les deux premières, j'en déduis par différence que lambda 2 vaut 0. Et donc si lambda 2 vaut 0, lambda 1 vaut 0, et donc lambda 3 vaut 0 aussi. Donc on peut déjà dire que UVW, c'est une famille libre de R3. De plus, le cardinal de cette famille vaut la dimension de R3, donc c'est une base de R3. Bon, ça c'est la question classique pour montrer qu'on a une base. Question 8. On veut calculer f de U et f de V. Alors, on n'a pas f, on a sa matrice. Donc plutôt que de calculer f de U, on va calculer m fois U en vecteur. Alors, m fois U, ça vous donne A. Voilà. Et donc je reviens à l'écriture avec les applications linéaires. Donc ça me donne f de U égale AU. Pareil avec le vecteur V. Donc si je fais 1, 0, 1, là on va trouver 1, 0, 1. Donc on va pouvoir dire que f de V vaut V. Pareil pour la 9. On doit calculer f de W. Donc on va faire m fois 1, 1, 0. Alors 1, 1, 0, ça va faire A plus 1. 1. Et A. Voilà. Et donc alors là on nous demande d'exprimer f de W en fonction de V et W. Donc on peut dire que f de W, donc ça nous donne ce vecteur, A plus 1, 1, A. Et donc alors il faut qu'on l'exprime en fonction de V et W. Alors pour ça on va s'aider par exemple du terme dans V, la troisième composante, où il y a un 1 et il n'y en a pas dans W. Donc c'est forcément le A qui va le prendre.
Donc on va avoir A fois V, et donc ce qui reste, c'est 1, 1, 0, donc c'est W. Ensuite, on doit donner la matrice T de F dans cette nouvelle base. Donc, là, vous savez que, voilà, on prépare le terrain, on écrit en colonne les images qu'on a calculées, donc tout a été fait avant. Alors, on a F de U qui vaut U, enfin qui vaut A fois U, F de V qui vaut V, et F de W qui vaut A fois V plus W. Donc voilà pour la matrice. Ensuite, on a donc cette matrice M et on nous demande, la question 11, tout d'abord les valeurs propres. Alors les valeurs propres de M. D'accord. Alors regardez. Le spectre de M, c'est le spectre de F, c'est aussi le spectre de T. D'accord? Puisque tous ces spectres coïncident avec le spectre de l'endomorphisme F. Le spectre de T, comme T est triangulaire, on a spectre de T, donc spectre de M, égale 1A. D'accord? Voilà ce qu'on peut donner. Donc rappelez-vous, hein, A est différent de 1, donc là il n'y a pas de distinction de cas, on sait que les deux valeurs propres sont distinctes. Et on nous demande de trouver les sous-espaces propres associés. D'accord? Donc là vous voyez, on a à disposition une nouvelle matrice qui représente F. Donc l'idée de l'exercice, c'est de... Vous voyez, la matrice M était un peu compliquée avec tous ses paramètres. La matrice T est beaucoup plus simple. Comme T représente aussi F, trouver les sous-espaces propres de M, ça va revenir à trouver les sous-espaces propres de T. Bon, simplement, il faudra faire attention, on n'est pas dans la même base. M, c'est dans la base canonique, T, c'est dans la base UVW. Donc, on va résoudre T moins IX égale 0. Alors, ça vous donne... Vous voyez, les équations vont être ultra simples. Là, il y aura AZ égale 0. Comme A est différent de 0 et A est différent de 1, ça vous donne ceci. Alors là, attention. Ça nous dit donc que E1, c'est vect. Alors, je vais l'écrire comme ça. Donc, regardez, on a trouvé X égale Z égale 0. Donc, Y, on le laisse tel quel. Mais attention, ce vecteur-là, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Ce vecteur-là, nous, on allait chercher notre sous-espace propre par rapport à T, qui est écrite dans la base UVW. Donc ce vecteur-là, en fait, il est écrit dans la base UVW. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous donne vect V. D'accord? Et pas 0, 1, 0 de la base canonique. C'est un vecteur qui s'écrit dans la base UVW. Bon, et on fait pareil avec le dernier. Donc là, hein, pendant que je fais le dernier, donc là on enlève A. Donc le commentaire sur cet exercice, c'est qu'à part cette dernière question, qui pouvait être un peu piégeuse, alors si vous êtes parti sur M, pourquoi pas, mais je pense que ça vous donne pas mal de calculs. Donc là, il y a un risque de perte de temps. À part cette dernière question, l'exercice était très très faisable. Donc là, avec A différent de 1, on déduit Z égale 0, puis Y égale 0. Donc pareil, on a EA, c'est vect 1, 0, 0, mais toujours ce vecteur exprimé dans UVW. Donc ça vous fait simplement vect U. Bien, et on voulait savoir si c'était diagonalisable. Donc on a dit que les seules valeurs propres étaient 1 et A. Avec ce qu'on a ici, donc je ne l'écris pas, mais pourquoi je parle de dimension? Parce que on a des bases hein, de E1 et EA. D'accord, U et V sont différents de 0, donc ça forme bien des bases de E1 et EA. Donc ça nous donne 2, qui n'est pas la taille de la matrice, donc T ou F ou M non diagonalisable. D'accord, en fait dans cet exercice on voulait trigonaliser l'endomorphisme F. Vous voyez, on a rendu la matrice M triangulaire. C'est tout ce qu'on a pu faire ici. Bien, donc voilà pour ce premier exercice. Alors, exercice 2. Alors, exercice 2, on semble être plutôt sur des fonctions, une fonction définie par une intégrale et suite implicite. Donc ça devrait être assez classique, mais peut-être un peu technique. Ouais, je pense que dans la partie A, ça doit être assez technique. Bon, on va voir.
Alors, première question. Ça, c'est la question à savoir faire, celle qui retombe aussi assez souvent sur les sujets EM. Vous avez une fonction définie par une intégrale, on veut montrer qu'elle est de classe C1. Donc, on va regarder la fonction qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Donc, cette fonction, elle est continue sur 0x. Le x était bien positif, j'imagine, oui. Continue pourquoi? Par quotient. D'accord? Votre t plus 1, il est bien différent de 0. Donc, il existe une primitive. Alors, je regarde les notations. On va l'appeler grand F. Donc, il existe une primitive grand F de classe C1 sur R+. Et en fait, l'idée, c'est que notre fonction définie par une intégrale, vous voyez, on va l'écrire différemment. Voilà, j'ai une primitive petit f. Donc, on a f de x moins f de 0. Bien, donc là, comme grand F est de classe C1, on peut dire que Fn est de classe C1 sur R+. Et on a même la dérivée. Et quel que soit x plus grand que 0, Fn', ça va être grand F', c'est-à-dire on dérive une primitive, donc on retombe sur la fonction, en l'occurrence ceci. Oui, donc là il nous le donnait, donc il n'y a pas d'erreur possible. Les variations de Fn. Donc évidemment, il nous faut trouver le signe de Fn'. Donc ce qu'on peut dire, c'est que Fn' de x est positif si et seulement si x puissance 2n moins 1 est positif. D'accord? Vu que le x est positif, donc x plus 1 est positif, donc lui, il ne va pas nous embêter. Donc ça revient à x puissance 2n plus grand que 1. Et là, il faut qu'on dégage la puissance 2n. Donc pour enlever la puissance 2n, il faut que je compose par la fonction puissance 1 sur 2n. Donc là, je vais devoir dire que cette fonction, c'est une bijection croissante sur R+. D'accord? Donc je compose par cette fonction. C'est comme si, par exemple, si vous aviez la fonction carré, si vous avez x carré plus grand que 1, on compose par la racine, d'accord? Par son application réciproque. Bon, là, c'est l'application réciproque, c'est la puissance 1 sur 2n. 1 puissance 1 sur 2n, ça nous donne 1. Donc voilà ce qu'on obtient. Et donc vous avez finalement, donc on est sur 0 plus l'infini, donc c'est positif après 1, donc on a ceci. Donc là, pour l'instant, c'est juste les variations, donc il n'y a pas de x. Ensuite, démontrer que Fn est classe C2 sur R+. On a la dérivée, donc classe C2, ça veut dire que la dérivée est de classe C1. Donc ici, vous avez Fn' de classe C1 sur R+, pareil, hein, par quotient. Donc Fn est de classe C2 sur R+. Donc ça pose pas de problème. Et on doit calculer la dérivée seconde. Donc la dérivée seconde, donc je reprends, donc ça va nous donner 2n, donc on fait u'v moins uv'. Voilà, tout ça sur v carré. Ce qui nous donne, alors il y aura des x puissance 2n qu'on peut tout de suite rassembler. Donc ça fait 2n moins 1 x puissance 2n. 2n x puissance 2n moins 1 plus 1. Voilà pour la dérivée seconde. Et on veut quoi sur elle? Montrer que Fn est convexe. Bah, rappelez-vous, hein, là le x il est positif. Je ne somme que des termes positifs. Donc Fn est convexe sur R+. Ensuite, pour la 4a, on doit démontrer ceci. Alors, montrer ceci. Donc là, ça semble être une question à part. Ok. Regardez. Ouais, déjà, ça a l'air un petit peu plus vache. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener tous les t d'un même côté. Alors, pour ça, il faut que je divise par t carré moins 1. C'est positif, mais ça peut être nul. Donc, déjà, je regarde ce qui se passe pour t égale 1. Et pour t égale 1, c'est évident, ça fait 0 supérieur à 0. Bon, donc je vais supposer t strictement plus grand que 1. Et donc, en fait, mon idée, ce serait de démontrer que
t puissance 2n moins 1 sur t carré moins 1 est supérieur à n. Alors, ouais, là c'est un peu vache. Parce que regardez, ceci, je vais peut-être vous l'écrire dans l'autre sens, ça va peut-être un peu plus vous parler. Et bien ceci, ça peut nous faire penser à une somme géométrique. Regardez, comme votre t carré est différent de 1, on peut voir que c'est la somme de 0 à n moins 1 de t carré, le tout à la puissance k. D'accord? Votre premier terme vaut 1, il y a n termes, donc voilà ce que ça nous donne. Sauf que sait-on sur t? On sait que t est plus grand que 1. Donc on sait que le t carré est plus grand que 1. Donc en fait, tout ceci va être plus grand que la somme des 1. Et la somme des 1, de 0 à n-1, c'est le nombre de termes, ça fait n. Bon, assez technique celle-là, hein, donc pas très évidente. Alors bon, ils nous l'ont donné, alors imaginons. Celle-ci, on peut imaginer qu'on ne l'ait pas faite, c'est presque normal. Pour la B, montrer alors que, c'est donc une déduction. Regardez, on a fn de x supérieur à quelque chose. Fn, c'est une intégrale. Donc, on sait que pour comparer l'intégrale, il faudra d'abord comparer l'intégrande. Alors, pour fn de x, donc on a t carré moins 1. Donc ici, ce que l'on sait, hop. Nous, on sait ceci. Je vais le recopier. Ouais, pas si direct que ça, parce qu'attention, ça c'est vrai pour t plus grand que 1. On va passer aux intégrales. Alors on va passer aux intégrales, mais je ne peux pas prendre tout de suite l'intégrale de 0 à x, parce que c'est pas vrai pour t entre 0 et 1. Un petit piège quand même là. Hein. Donc là, la 4a et 4b, pas si simple. Donc on va dire, comme les fonctions sont continues, on va donc prendre ça sur 1x, parce que je dois démarrer à 1. Et comme 1 est inférieur à x, ce qu'on va prendre ici, ouais, c'est ce qu'ils nous ont donné dans l'énoncé, donc parfait. On a par croissance de l'intégrale, donc à gauche, on aura cette intégrale qui n'a pas de nom pour l'instant, c'est pas encore f. Et à droite, l'intégrale de cette constante. Donc à droite, ça fera n fois x moins 1. Alors, ce qu'on avait, non, il y a un petit truc ici qu'on a fait un peu trop rapidement. Regardez. On va reprendre ici, parce que nous, dans l'intégrante, c'était plus 1 en bas. Donc, ce que je vais faire, hop, ça, on va reprendre. Donc, ça nous donne t puissance 2n moins 1. Donc, je dois garder t plus 1. Donc, il faut que je ramène t moins 1 à droite. D'accord? Donc, ça, parce que t est plus grand que 1. Ouais, c'était pas tout le t carré moins 1 qu'on gardait. Donc ici on aura t plus 1. Donc supérieur non pas à ça mais n fois t moins 1. Voilà. Et puis donc ça, une primitive, ça va être nt moins 1 au carré sur 2 entre 1 et x. Donc ça vous fait ceci. Alors le souci, c'est que nous on veut minorer fn de x. Donc pour minorer fn de x, vous voyez, il nous manque le morceau sur 0, 1. Donc, on a, quel que soit x plus grand que 1, fn de x. Partial. C'est l'intégrale de 0 à 1 plus l'intégrale de 1 à x. Donc, ça nous donne supérieur à l'intégrale de 0 à 1. Alors, en fait, regardez. Là, on peut s'inspirer de ce qu'on nous donne dans l'énoncé. L'intégrale de 0 à 1, voyons, on nous parle de fn de 1. Bah, fn de 1, c'est justement l'intégrale de 0 à 1. Donc ça, c'est égal à fn de 1. Et l'intégrale de 1 à x, on vient de montrer juste avant par croissance d'intégrale que c'était supérieur à ceci. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc assez technique là, hein. Il n'y avait pas beaucoup d'indications pour y arriver. On a l'idée de la méthode, mais il y a plusieurs petites choses auxquelles il faut penser. Hein. Le t plus 1, la découpe de l'intégrale. Donc celle-ci, elle peut prendre un peu de temps. Bon, par contre, la suivante, par comparaison, d'accord, vous voyez que le terme de droite, il tend vers plus l'infini, donc par comparaison, fn aussi. Ensuite, calculer fn de 0. Vous remplacez, c'est l'intégrale de 0 à 0. Donc là, il n'y a pas de problème de définition à l'intérieur, donc ça fait 0. Et fn de 1, alors on va peut-être reprendre le tableau.
Hop, donc on avait ce tableau-là, donc là on peut le compléter. Là j'ai plus l'infini 0. Comme Fn est strictement décroissante sur 0,1, d'accord, et comme Fn de 0 vaut 0, on a forcément Fn de 1 strictement négatif. Ensuite, démontrer que l'équation Fn de x égale 0 admet une unique solution strictement positive. Vous voyez, on vous dit bien strictement positive parce qu'on a déjà une solution qui est 0. Donc ce qu'on peut déjà dire, c'est que sur 0,1, Fn est strictement négative. Donc là, il n'y a pas de solution. C'est pas là-dessus qu'il faut aller voir. Donc on va aller voir sur 1 plus l'infini. Alors sur 1 plus l'infini, on peut dire que Fn est continue et strictement croissante. Et Fn va de 1 plus l'infini dans... Alors Fn de 1, on ne connaît pas, mais on a son signe. Dans ceci. Et de constater que 0 appartient bien à l'ensemble image. Donc on va pouvoir conclure par le théorème de la bijection, il existe un unique xn strictement plus grand que 1, d'accord, parce que 1, c'est pas la solution, hein. Fn de 1, c'est différent de 0, tel que Fn de xn soit égal à 0. Bon, ça c'est ce qu'on appelle une suite implicite, et c'est ce qu'on va faire dans la partie B. Alors, partie B, on nous demande tout d'abord, donc on prend un x positif, de calculer Fn plus 1 de x moins Fn de x. Donc on va faire ça par linéarité. On doit rassembler les deux intégrales. Alors, quand on va les rassembler, donc on va pouvoir tout mettre au même dénominateur. Et en haut, donc on va avoir t puissance 2n plus 2 moins t puissance 2n. D'accord? Les moins 1 vont simplifier. Alors on veut faire quoi avec lui? On veut le calculer. D'accord? Donc pour l'instant, la forme qu'on a ne va pas trop nous arranger. On va factoriser. Donc ça fait, on peut mettre t puissance 2n en facteur. Ce sera facteur de t carré moins 1. Le t carré moins 1, c'est t moins 1 fois t plus 1. Donc le t plus 1 va se simplifier. Et regardez, là on va avoir une primitive simple. Hein. On a ceci. Ce qui vous donne, donc là en 0 ça fera 0, là, notre primitive. Donc on aura juste x puissance 2n plus 2 sur 2n plus 2, plus x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1. D'accord? Vous voyez, si vous mettez x puissance, là, ici, hop, c'est le moins qui nous reste. Si vous mettez en facteur le x puissance 2n, x puissance 2n plus 1 même, vous avez la formule annoncée. Ensuite, on veut à présent montrer que Fn plus 1 est supérieur à Fn. On vient de calculer la différence. Donc si on arrive à montrer que la différence est positive, on aura gagné. Alors dans cette différence, on a déjà x puissance 2n. Alors, je vais me l'écrire la différence ici. Donc, on a ça. Donc on a déjà ce terme qui est positif. Donc il nous reste à montrer que la parenthèse est positive. Donc vous voyez au départ, on démarre avec x plus grand que 2n plus 2 sur 2n plus 1. Donc ça nous donne, donc on va diviser par x puissance 2n plus 2, d'accord, qui est positif. Donc ça nous donne cette quantité supérieure à celle-ci. Et donc cette quantité-là est bien positive. D'accord, d'où quel que soit x positif, non pas positif, mais avec cette contrainte, donc quel que soit x supérieur à 2n plus 2 sur 2n plus 1, on a bien Fn de x moins Fn qui est positif, donc ça vous donne Fn plus 1 supérieur à Fn. En déduire que, donc là au vu de ce qui nous est donné, on va choisir x égale xn dans la question d'avant. Encore faut-il savoir si on a le droit de le faire. Donc là, on va dire, on pose x égale xn. Alors, est-ce qu'on a le droit de le faire? Oui, parce que regardez, la question d'avant impose que les x vérifient ceci. Et ça a été admis dans l'introduction de la partie B. Donc, on peut le faire. Donc, on remplace.
ça nous permet d'avoir ceci. Or, fn de xn vaut 0, par définition. Donc on a bien ce signe de fn plus 1 de xn. Question classique sur les suites implicites. Ce 0 qui est à droite, on va le voir comme fn plus 1 de xn plus 1. Comme ça, on fait apparaître les mêmes fonctions fn plus 1 à gauche et à droite. Par croissance de fn plus 1 moins 1, rappelez-vous, hein, nous, ce qu'on a fait, on a pris la bijection sur 1 plus l'infini. D'accord? Donc sur 1 plus l'infini, notre fonction fn ou fn plus 1 est croissante, et donc sa réciproque est croissante aussi. Donc par croissance de celle-ci, vous avez xn plus grand que xn plus 1, et donc la suite xn décroît. Alors on peut en déduire qu'elle est convergente. Donc pour ça, il nous faut un minorant. Attention, il nous faut un minorant qui ne dépend pas de n. N'allez pas leur parler du minorant donné en introduction. Donc on va dire 2 plus xn. Rappelez-vous comment on a construit xn. C'était l'unique solution supérieure à 1. Donc xn est minoré par 1. Donc elle converge. Quand on a une suite décroissante minorée. Ensuite, pour la 9a. Alors pour la 9a, on doit démontrer ceci. Alors on a déjà fn de 1 qui est négatif. Ça, c'est ce qu'on avait montré à la question 5. Donc il nous reste à montrer que fn de 1 est plus grand que moins ln de 2. On va déjà regarder ce que représente fn de 1. Fn de 1, c'est ceci. Donc voilà pour fn de 1. Et donc on veut le comparer à moins ln de 2. Donc on veut une inégalité sur intégrale. Donc il va falloir qu'on fasse une inégalité sur l'intégrande. Donc il nous faut du ln. Donc il faut imaginer qu'on ait une intégrale qui nous donne une primitive avec du ln. Donc ici, ce qu'on peut remarquer de cette intégrande, regardez bien. Alors le t puissance de n, il ne m'arrange pas trop pour avoir du ln. Alors on va l'oublier et donc on va minorer ça par ceci. D'accord? C'est plus grand, comme le t puissance de n est positif, on a ça. Donc on va dire, pareil que tout à l'heure, comme les fonctions sont continues, on est ici sur 0, 1, et que les bandes sont bien rangées, on a par croissance de l'intégrale, donc à gauche, ça va faire fn de 1 supérieur à moins cette intégrale. Une primitive, c'est ln de 1 plus t. Entre 0 et 1, ça fait ln de 2. D'accord? Et le côté négatif, je vous le rappelle, on l'avait eu grâce à la question 5. Ensuite, alors, à l'aide de la question 4b, montrer que l'on a ceci. Alors, on voit qu'on a un encadrement sur xn moins 1. Ouais, et donc on a x moins 1 dans la question 4b. Alors on va prendre x égale xn. Est-ce qu'on a le droit de le faire? La question 4b nous demande de prendre des x plus grands que 1. C'est bon, xn est plus grand que 1. Donc je remplace x par xn. Et donc ça nous donne ceci. Voilà. Bon, sauf que fn de xn, ça vaut 0. Le reste, bon, pour l'instant je vais l'écrire. Alors on va regarder, on est un peu plus précis ce qu'on attend. Donc on veut encadrer xn-1. Donc on va garder xn-1 isolé. Donc ce sera inférieur à moins 2 fn de 1 sur n. Sauf que, évidemment, vous voyez dans la 9a, on vient de montrer que fn de 1 était plus grand que moins ln de 2. Là, on a moins fn de 1. Donc le moins fn de 1 va être plus petit cette fois que ln de 2. Donc ça fait ceci. D'accord? Ça, c'est grâce à la question précédente. Il nous reste à passer à la fonction racine, qui est une fonction croissante, qui est une bijection croissante sur R+. Donc on va avoir xn-1. Votre xn-1, il est positif. Donc la racine du carré, il n'y a pas de valeur absolue. Inférieure à ceci.
Bon, et xn, on vient de dire, hein, xn-1 il est positif, donc il n'y a pas de souci. Et donc par encadrement, on a xn-1 qui va tendre vers 0, donc xn qui tend vers 1. Donc voilà pour ceci, et donc il reste une partie C, avec des fonctions à deux variables. Alors fonctions à deux variables sur les écrits comme, il faut se méfier. Hein. Alors, on considère cette fonction. Alors on nous demande de montrer qu'elle est classée 2. Donc ça c'est rapide. Et le classe C2 dessus, simplement par produit, d'accord, puisque votre fonction fn était de classe C2. Ensuite, on doit calculer les dérivées partielles premières. Donc si on dérive par rapport à x, il n'y a que fn qui prend la dérivée. Fn de y, c'est une constante. Et puis, de manière symétrique, on va avoir ceci. Bon, pour l'instant, pas de problème. Donc évidemment, on demande les points critiques. Alors on va dire que M est un point critique de Gn. On caractérise, hein, donc c'est si et seulement si le gradient vaut 0, c'est-à-dire si et seulement si on a ce système, c'est-à-dire avec les dérivées partielles premières égales à 0. Donc ça nous donne fn' de x, fn de y égale 0, fn de x, fn' de y égale 0. Alors, système plutôt simple. Pourquoi plutôt simple? Parce qu'on a une forme d'équation assez standard qui est un produit égal à 0. Alors, je vais me focaliser sur celle-ci. Là, ça me donne deux cas possibles. Premier cas, si fn' de x vaut 0. D'accord? Parce qu'on a, quand un produit vaut 0, soit enfin, le premier vaut 0, le deuxième vaut 0. Fn' de x égale 0. On a quoi? Fn', je vais revoir sur le sujet. Fn', ouais, il y avait un x puissance 2n, on avait montré, on avait fait dans le tableau. Hein, donc ça, en fait, c'est une lecture de ce qu'on avait fait avant. Donc ça nous donne x égale 1. Donc on va injecter ça dans la deuxième équation. Donc ça nous donne fn de 1, fn' de y égale 0. Sauf que, on avait un truc, ouais. Fn de 1, c'est strictement négatif. En tout cas, c'est différent de 0. Donc ça équivaut à fn' de y égale 0. Ce qui équivaut à y égale 1. Voilà, on a un premier point critique. 1, 1. C'est un point critique de Gn. Deuxième cas. D'accord, on avait le produit qui valait 0. Donc cette fois, je me penche sur l'autre cas. Fn de y vaut 0. Alors votre y, il est strictement positif. Et l'équation Fn de y égale 0, on l'a résolue. On a une solution. D'accord? Une unique solution. Pourquoi? Parce que y est strictement positif. D'accord? Donc on avait dit sur R plus étoile, il y a une unique solution qui est xn. Donc c'est celle-ci. On remplace. Alors hop. On remplace donc dans l'autre équation. Donc ça va nous donner fn de x, fn' de, non pas xn, non pas y, mais xn, égale 0. Alors sauf que ça, c'est différent de 0. On a rappelé juste avant que fn' valait 0 juste en 1. Mais le xn, rappelez-vous, il est strictement plus grand que 1. Donc cette dérivée, elle est non nulle. Donc on tombe à peu près sur la même chose que tout à l'heure. Ça nous fait fn de x égale 0. C'est une équation assez simple. Et fn de x égale 0, même chose. Comme le x est strictement positif, il y a une unique solution qui est... c'est pas ça que je voulais écrire. X égale xn. Donc on a un deuxième point critique. Et le dernier. D'accord, on a résolu tout le système. Ouais, c'est ce qu'on remarque juste après. D'accord, vous voyez, juste après, dans les questions, il nous parle des points critiques xn, xn, 1, 1. Alors, donner la matrice hessienne. D'accord, mais peut-être avant ça, on va calculer les dérivées partielles d'ordre 2. Alors, donc, votre fonction gn est de classe C2. Donc, on a
quel que soit xy positif, alors si on dérive deux fois, donc on aura fn seconde fn de y. Si on dérive deux fois par rapport à y, est-ce que j'ai bien marqué tout à l'heure? Oui. Si on dérive deux fois par rapport à y, on aura fn de x, fn seconde de y. Et pour les dérivées croisées, alors elles sont égales. Ça, attention, il faut le citer. C'est par Schwarz, hein, d'accord? Parce que la fonction est de classe C2. Et donc, ça va nous donner fn' de x, fn' de y. Voilà ce qu'on obtient. Alors là, on a juste deux Hessiennes à écrire, d'accord. Donc d'abord, on va écrire la Hessienne au point 1,1. Alors, je ne vous l'écris pas. Il faut écrire sa définition de la Hessienne avec les dérivées partielles d'ordre 2. Et si je prends ça au point 1,1, ça va nous donner fn seconde de 1, fn de 1. Pareil ici. Et fn' de 1, ça fait 0. Alors cette Sn, elle est pas mal pour nous, hein, parce qu'elle est juste diagonale. Donc pour en trouver les valeurs propres, il n'y aura aucun travail à faire. Pour xn, xn. Alors xn, rappelez-vous, on sait que ça vérifie fn de xn vaut 0. Donc là, ça veut dire que les deux termes diagonaux valent 0. Parce qu'il y a fn de y et fn de x. Donc il va simplement nous rester fn' de xn au carré. D'accord? Comme c'est symétrique, on l'a aussi de l'autre côté. Voilà pour les Hessiennes. Bon, et donc on doit aller voir si on a des extrémas locaux ou non. Bon, on va déjà commencer par 1,1. Alors, pour le point 1,1, alors là, les valeurs propres, donc là, alors on va donner des noms parce que ça va être celle-là, je vais l'appeler A, et celle-là, je vais l'appeler B. Alors, on a le spectre de A qui est, il y a juste une valeur, fn seconde de 1, fn de 1. Donc là, on a juste une seule valeur. Alors, il faut regarder le signe de cette quantité. Alors, fn de seconde, on l'avait calculé, on avait montré qu'elle était positive, même stricte de mémoire. Il devait y avoir un plus 1 au numérateur. Donc ça, c'est strictement positif. Fn de 1, on a ici, fn de 1, c'était, je ne l'ai plus en tête celui-là. Oui, si, fn de 1 était strictement négatif, je crois. Je vais revoir. Ouais, fn de 1 est négatif. Donc je vérifie dans ce qu'on a écrit. Donc là, on était au point 1,1. Donc on avait bien ceci, ok. Bon, donc on a juste une seule valeur propre qui est celle-là. Et donc elle est strictement négative. D'accord? Donc c'est inclus dans R plus étoile, R moins étoile, parce que c'est négatif. Et donc si c'est négatif, on peut dire que 1,1, ça va être un maximum local pour Gn. Voilà, et oui, donc là j'ai fait la 14, bon, c'est pas grave. Bon, on va faire 13, 14. Et à présent, pour le point xn, xn. Alors pour le point xn, xn, là, on n'a pas une forme simple. Donc on va chercher les valeurs propres. Donc on va dire lambda valeur propre de b. On caractérise au début, ça donne b moins lambda i non inversible. Et donc on va faire pour une de 2, on fait AD moins BC égale 0. Donc ça va faire lambda carré moins fn' de xn carré carré, donc puissance 4. Ce qui se factorise assez facilement en ceci. Donc lambda plus cette dérivée. Voilà, et donc on va pouvoir dire que le spectre de B, c'est fn' de xn carré et moins fn' de xn carré. Alors attention, quand vous avez un spectre avec des paramètres, c'est-à-dire, bon, c'est pas des chiffres, hein, c'est pas numérique. Là, on pourrait se dire, tiens, il y a un truc positif, un truc négatif, donc il n'y a pas de valeur propre, il n'y a pas d'extréma. Mais attention,
il faut voir si c'est strictement positif et strictement négatif. Donc il faut aller voir si c'est bien différent de 0. On en a parlé de celui-ci tout à l'heure. On avait dit que la dérivée fn de fn, elle ne s'annulait qu'en 1. Or, xn n'est pas égal à 1. Donc ça, c'est bien strictement positif. Et donc ça, strictement négatif. On a deux valeurs propres de signes opposés. Donc, pas d'extrémum. Pas d'extrémum local en xn pour la fonction gn. Bon, voilà pour l'exercice 2, avec des fonctions à deux variables pas forcément très sympa. Bon, il faut surtout faire attention aux signes. En fait, faut aller repiocher tout ce qu'on a fait dans la partie A, d'accord, sur la fonction fn. Et je revois. La partie B, par contre, très classique, sur les suites implicites. Et la partie 1, je vous avais dit en même temps que je l'avais fait. La question 4, je trouvais que c'était un peu sec comme énoncé. Allez, on termine avec l'exercice 3. Alors, exercice 3, donc là, on est avec des densités. Alors, dans cet exercice, on nous donne tout d'abord. Donc, au départ, on a le A strictement positif. Alors, on veut montrer que l'intégrale converge et déterminer sa valeur. Donc là, vous voyez, c'est une intégrale impropre. Il n'y a que l'impropreté en plus l'infini qui compte, parce que le A est strictement positif. Donc là, ici, on va prendre un grand A plus grand que A. On considère l'intégrale partielle. Bon, pour ne pas aller trop vite, pour une primitive de ce genre de puissance, on ramène la puissance en haut. Donc ça nous donne cette primitive, d'accord, primitive du cours. Ce qui nous donne donc... Alors si je ramène les puissances dans le bon ordre, donc là ça va faire A moins 1 et moins petit a puissance A moins 1. Sauf que c'est un N et pas un A, ça aurait fait beaucoup de A. Alors attendez, parce que l'énoncé que j'ai n'est pas très clair. Ouais, c'est bien N. Donc là, hop, je change le A en N. Voilà. Donc là, t puissance moins n. Voilà ce qu'on obtient. Bon, il nous reste à prendre la limite quand a tend vers plus l'infini. Donc vous voyez, la puissance n-1, elle est strictement positive. Donc ça va partir. Et donc, il va vous rester moins 1 sur 1 moins n. Donc ça fait 1 sur n moins 1 à puissance n-1. Bon, c'est bien ce qu'on nous demandait. Donc on va pouvoir conclure que l'intégrale, on va juste écrire in, converge et vaut ceci. Question 2. On nous demande de montrer que c'est une densité, de vérifier que c'est une densité. Alors tout d'abord, f est positive sur R. Alors pourquoi? Parce qu'il y a d'une part la fonction nulle, et puis d'autre part, vous avez, alors t puissance 4 c'est toujours positif, donc il y a surtout le a qu'il faut signaler comme étant positif. Ensuite, f est continu sur R privé de A. Donc là, ici, vous avez une fonction inverse. Et il nous faut à présent déterminer les intégrales. Alors déjà, on peut dire que l'intégrale de moins l'infini à A converge et vaut 0. Et l'intégrale de A à plus l'infini, ça en fait, regardez, je vais l'écrire tout de suite, je vais me permettre de l'écrire. Normalement, il faut faire attention, mais là, je peux parce que j'ai déjà sa convergence. Si je sors 3a cube, je reconnais l'intégrale i4. Donc ça converge bien. Et ça vaut, alors nous on a le in de manière générale, donc vous remplacez, ça fait 3, puis sans surprise, on trouve 1. La relation de Chasles vous permet de conclure que cette intégrale converge et vaut 1. Donc on a bien une densité. La fonction de répartition. On donne tout d'abord le support. Donc c'est le support de votre densité. Donc c'est a plus l'infini. Donc ce qui signifie que si x est plus petit que a, on va avoir notre fonction de répartition qui vaut 0. Si x est plus grand que a, par définition, ça va donner ceci. Voilà, sauf que le morceau, on a dit, sur moins l'infini a se simplifie. Donc il nous reste juste ça.
Et juste ça, c'est regarder l'intégrale partielle qu'on a calculée avant de a à grand A. J'ai juste à remplacer grand A par x. Donc ça nous donne, alors je vais reprendre, donc avec le grand A, et ici le n vaut 4. Donc ça va faire 1 tiers. Donc 1 tiers de, on va mettre ça dans le bon sens, 1 sur a au cube moins 1 sur x au cube, si je ne dis pas de bêtises, oui, ça doit être ça. Et sauf que dans f, il y avait un truc en plus, dans f, il y a le 3a cube devant. Donc tout ça fois 3a cube. Donc ça fait 1 moins a sur x au cube. Donc là, vous voyez, on se sert, il n'y a pas un nouveau calcul, on se sert de ce qu'on a fait avant. Pour l'espérance, alors on est sur une densité, donc on va caractériser. Donc notre espérance existe si et seulement si on a cette intégrale qui converge absolument, ce qui revient sur a plus l'infini. Le 3a cube, je vais le sortir. On multiplie par t, donc il va nous rester t au cube. Là, tout est positif. Alors oui, ça converge parce qu'on reconnaît l'intégrale I3. D'accord? Donc comme I3 converge, E de x existe. Et en plus, vous avez E de x vaut 3a cube fois l'intégrale I3. L'intégrale I3, ça nous donne 1 sur 2a carré. Donc ça fait 3a sur 2. Donc ça, c'est pour notre espérance. On a bien fait la rédaction. Donc ça, c'était quoi? Ça, c'est la question C. On a bien fait la rédaction. On va dire, donc pour le moment d'ordre 2, donc on a de même e de x carré existe. Donc là, vous allez multiplier par t carré. Donc ce sera l'intégrale de 1 sur t carré. Donc ce sera grâce à I2. Et e de x carré, ça sera donc 3a3 fois I2. I2, ça va faire, on remplace, ça fait 1 sur a. Donc ça va faire 3a carré. Et on voulait la variance. Bon, là, on va voir si on a juste, donc par Koenig-Huygens, on a cette formule. On remplace l'espérance au carré, ça vous donne ça. Donc vous avez 12 moins 3, ça fait 3 à 4 sur 4. Bien. Ensuite, on vous propose une nouvelle variable, y, et donc u, c'est une loi uniforme. Et on nous demande tout d'abord le support de y. Alors on sait que u est compris entre 0 et 1. Donc 1 sur u, vous voyez, on va reconstruire. 1 sur u va être plus grand que 1. Donc avec la puissance, ça ne va rien changer. Et on fait quoi? Après on multiplie par a. A il est positif. Donc y est supérieur à a. Donc voilà ce qu'on a. Donc ça nous dit que y de oméga, c'est a plus l'infini. Fonction de répartition. Donc on va dire que si x est strictement plus petit que a, ça nous donne, donc là ça nous donne 0. Et si on est dans le support, alors là, contrairement à tout à l'heure où on s'est servi de l'intégrale, on va remplacer par notre variable u, sa correspondance avec u. Et évidemment, l'idée, ça va être de retomber sur la fonction de répartition de u. Donc ici, comme u est positif, ça nous donne tout d'abord ceci. On va isoler u, le x est positif aussi, donc pas de souci. Voilà ce que ça nous donne. Donc la puissance 1 tiers nous gêne, on va passer au cube. La fonction cube, c'est une bijection croissante sur R+. Donc ça va nous donner u supérieur à a sur x au cube. Bon, sauf que moi je veux la fonction de répartition, donc comme u est à densité, je vais pouvoir passer au contraire. Donc
Hop, ça nous donne la fonction de répartition de U en A sur X au cube. Et la fonction de répartition de la loi uniforme, vous connaissez par cœur, mais il y a plusieurs morceaux. Donc là, il faut aller voir où se trouve le A sur X au cube. Et ce A sur X au cube, alors le A il était positif, donc on a tout ce qu'il faut. Donc ça appartient bien à 0, 1. Parce que, voyons, on est dans le cas où X est plus grand que A. Donc A sur X est plus petit que 1. Même au cube, ça sera plus petit que 1. Donc la fonction de répartition de la loi uniforme sur 0, 1, ça nous donne T. Donc là, ici, ça nous donne ceci. Bon, et on doit vérifier qu'elle suit la même loi que X. Alors X, on l'avait déterminé. Alors on a ça. La fonction de répartition de X, elle est où? Elle est là. Donc effectivement, on a le même support. D'accord? On a la même fonction de répartition. Donc, X et Y suivent la même loi. Bon, je fais comme si je n'avais pas vu le Scilab. D'accord, vous ne m'en voudrez pas. Alors ensuite. Alors, l'autre page, c'est laquelle là? Ok. Alors ensuite. Alors, j'ai retrouvé la bonne page. Alors, pour la question 4a, donc on veut calculer P de x plus grand que 2a. Donc pour P de x plus grand que 2a, on vient de calculer la fonction de répartition, donc voilà ce qu'on peut écrire. Nous, notre fonction de répartition, la fonction de répartition de x, c'était par rapport à a. Donc le 2a est bien plus grand que a, d'accord, vu que le a il est positif. Donc ça nous donne 1 moins, là je remplace le x par 2a. D'accord, donc les 1 partent, les a partent, donc ça nous fait 1 demi au cube, c'est-à-dire 1 huitième. Hop là. Ensuite, on a une proba conditionnelle. Donc P de x supérieur à 6a, sachant x plus grand que 2a. Alors on n'est pas dans un exercice classique, donc on va partir dessus, sur la définition. Alors cette définition, on peut l'écrire parce que cette proba, on vient de la calculer, est non nulle. Comme a est positif, le 6a, il est plus grand que 2a. Donc la condition sur 6a est plus restrictive. Le 6a est plus grand. Donc il vous reste simplement P de x supérieur à 6a. Alors on ne va pas se refaire tout un calcul, hein. Regardez. On a le calcul sous les yeux de P de x supérieur à 2a. Nous on a dit que c'était 1 demi au cube. Vous voyez, en fait on remplace 2 par 6. Donc rien ne change, si ce n'est le 2. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc ça vous fait 2 sixièmes au cube, 1 tiers au cube, ça fait 1 27e. Ensuite, la question 5a. Alors on veut montrer que Vn est un estimateur. Bon déjà il faut montrer que Vn est un estimateur. Alors on va dire que c'est un estimateur de qui? De A. Car indépendant de A est construit avec l'échantillon. Donc l'échantillon, je vous rappelle, hein, c'est des variables indépendantes et qui suivent la même loi. Donc avec l'échantillon ici. Donc c'est bien un estimateur. Ensuite, on veut montrer qu'il est sans biais. Donc on va calculer l'espérance. On va faire ça par linéarité. Donc ça nous donne l'espérance de Vn. Donc ça va faire 2 sur 3n. La somme des espérances de xi. Ces espérances, on les a calculées. Alors, est-ce que je l'ai sous les yeux, l'espérance? C'était, pour que ça soit sans biais, donc c'était certainement 3a sur 2. Donc je fais n fois cette constante. D'accord, donc ça vous donne, donc ça vous fait 2 sur 3n fois 3a sur 2 fois n, et il vous reste a. Donc, il est bien sans biais, parce que l'espérance coïncide avec le paramètre. Risque quadratique. Alors le risque quadratique de Vn
par définition, c'est le biais au carré plus la variance. Ici, le biais est nul, donc il nous reste juste la variance de Vn. Alors pour la variance, on va gagner du temps. Hop, on va sortir le 2 sur 3n au carré. Donc il vous reste la variance de la somme. Par indépendance, ça nous donne la somme des variances. Alors la variance de xi, on avait fait un moment 3 à carré sur 4. Donc ça vous donne 4 sur 9n carré. Encore une fois, c'est une constante. Et là, c'est donc 3 à carré sur 4. Et alors, il y a des choses qui simplifient. Les n simplifient. 3 hop, à carré sur 3n. Et on est bon. Ensuite, avec la fonction de répartition. Donc, pour la question 6a. Donc, pour la fonction de répartition, donc évidemment, on cherche tout d'abord le support de Wn. Alors, Wn, c'est le min des xi. Donc, ça revient au même support que les xi, c'est-à-dire a plus l'infini. Donc, pareil, si x est inférieur à a, ça fera 0. Et si x est supérieur à a, ça vous connaissez par cœur, la fonction de répartition du min, il faut qu'on passe par le contraire. Et donc là, on va avoir, si le min est plus grand que x, c'est que tous les xi sont plus grands que x. Et donc ici, indépendance, même loi. L'indépendance pour casser les intersections. Même loi, ça va nous faire que des... C'est même loi que quoi? Que x, hein, les xi. Voilà. Donc on peut revenir sur la fonction de répartition de x. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors comme le x est plus grand que a, on avait la fonction de répartition de x, c'était 1 moins a sur x puissance 3n. Donc il va vous rester 1 moins a sur x puissance 3n. D'accord? Les 1 l'avons simplifié. Et donc voilà ce qui nous reste. Est-ce qu'on a bien ça? Donc d'accord. Et vérifier que Wn est une variable à densité. Alors je voulais juste voir par rapport à ce qu'on avait fait sur x. Pour voir si on peut répondre plus rapidement. Ouais, non, c'était avec le cube. Ok. Donc là, c'était un cube, donc puissance 3n, d'accord. Alors, pour montrer que... c'était quoi la question? Wn est une variable à densité. Donc pour ça, c'était notre première partie. Pour ça, il nous faut montrer que la fonction de répartition est de classe C1 presque partout. Donc là, elle est sur R privé de A. D'accord? Donc là, c'est grâce à la fonction inverse. Et il faut qu'elle soit continue sur R. Donc là, le seul problème, c'est en A. Donc on va simplement signaler que la limite à droite, c'est la limite à gauche. C'est la valeur en A et ça vaut 0. Donc Fwn est continu en A et donc sur R. Ce qui nous permet de conclure que Wn est une variable à densité. Ça, c'est ce qui caractérise une variable à densité, cette double propriété sur la fonction de répartition. Ensuite, on veut en trouver une densité. Donc là encore, rédaction super classique. On dérive f de Wn, mais attention, on a dit qu'elle était C1 sur R privé de A. Comme notre densité doit être définie sur R, on va choisir une valeur arbitraire en A. D'accord? C'est nous qui allons choisir la valeur que l'on veut. Et donc d'obtenir, donc il faut qu'on dérive ce qu'on avait avant. Donc avant A c'était 0. Là on a quoi? Bon, on a ça. Bon, je pourrais faire la dérivée, mais elle est donnée. Donc ici on va en profiter. X puissance 3n plus 1. Et donc la valeur arbitraire, je la mets en A. D'accord? Je prends l'inégalité large pour x supérieur à A. Voilà ce qu'on a.
Ensuite, on veut montrer que Wn admet une espérance. Donc ça, c'est la rédaction habituelle. Donc Wn admet une espérance. Si et seulement si on a cette intégrale qui converge absolument. Et donc, alors je vais faire un peu le tri, je vais sortir les constantes. Voilà. Et donc il y a un x qui va multiplier notre densité, donc il va me rester x puissance 3n. Et donc là, on peut simplement parler de convergence. Là encore, on reconnaît la toute première intégrale hein, de l'exercice 3, c'était les intégrales in. Donc on va dire comme, donc là c'est i3n, comme i3n converge, alors e de wn existe, on annonce toujours l'existence avant, et on a e de wn va être égal, donc ça on le met à part, on avait sorti, et la valeur de in c'était 1 sur n-1 à puissance n-1. Donc là on est en 3n, donc a puissance 3n-1. Donc il va vous rester 3na sur 3n-1. Ah, on ne sait pas pour l'instant si c'est bon. Bon, on va voir après. Croisons les doigts. Après, donc là, on voit en fait Wn comme un estimateur. Et on vous demande de trouver un coefficient pour que ce soit un estimateur sans biais. Pour qu'il soit sans biais, on aurait préféré avoir l'espérance égale à A. Donc là, ce qu'on va faire, par linéarité, on va ramener, pas comme ça, tout ce qui n'est pas A à gauche. D'accord? Et donc là, on va dire, en posant Wn' égale 3n moins 1 sur 3n Wn, on a un estimateur sans biais de A. Bon, là ici, l'estimateur, c'est dû au fait que il est indépendant de A, construit avec un échantillon, donc on a tout ce qu'il faut. Donc voilà. Donc il est bien unique par construction. Hein. Le lambda n, c'est notre 3n moins 1 sur 3n. Et ensuite, calculer le risque quadratique. Donc nous, c'est pas, je ne l'ai pas noté comme ça, on va me laisser Wn', ce serait plus simple. Donc on a ceci. Hop. Donc il nous reste simplement la variance, hein, parce que il est sans biais. Alors la variance de Wn'. Donc déjà, il y a le 3n moins 1 sur 3n au carré qui va sortir. D'accord? Pour avoir la variance de Wn. L'a-t-on? Non. On a calculé, ah oui, on a juste calculé. L'espérance de Wn. Donc on va leur faire le même coup que tout à l'heure. C'est-à-dire, nous on avait calculé l'espérance. Regardez, on va leur dire que le moment d'ordre 2 existe. Qu'est-ce qui change là par rapport à l'espérance? Ça sera un x carré, donc on aura une puissance en moins en bas. Donc on aura x puissance 3n moins 1. Donc on n'aura pas i3n, mais i3n moins 1. Vous voyez, c'est pas pour un moins 1 qu'on va se refaire toute la démonstration. Hein. Donc là, pardon, ça existe, donc je vais mettre parce que cette intégrale converge, et cette espérance vaut, donc il y avait quoi devant? Donc c'est toujours 3n a puissance 3n, et donc fois, donc là on va avoir, donc c'est avec un moins 1, donc ça vous donne ceci. Bon, et ça simplifie en 3n sur 3n moins 2 a carré. Voilà ce qu'on obtient. Donc là, il nous faut faire König-Huygens. Bon, on l'avait déjà écrit tout à l'heure. Donc on a 3n sur 3n moins 2 a carré, moins l'espérance au carré. Notre espérance, c'est tout ça. Donc moins 3n sur 3n moins 1 au carré a carré. Alors ça, c'est notre risque quadratique. Hein. On avait dit, ah oui, non, il y a le coefficient devant, donc on va le mettre tout de suite. Donc on a 3n moins 1. Donc là, gros calcul pour finir, hein, ce qui est assez caractéristique d'écrit comme. Donc fois toute la variance que j'ai écrite.
Alors, ça nous donne, donc on regarde un peu la formule qu'on doit obtenir. On va déjà mettre le a carré en facteur. Je vais faire entrer le reste, donc ça va se simplifier. Je vais avoir 3n moins 1 au carré. Il y a un 3n qui se simplifie. Il y a un 3n moins 2 qui reste. Moins 1. Voilà ce qui nous reste. Et là, moment de vérité, on va simplifier. Donc ça fait a carré fois 9n carré moins 6n plus 1, moins l'autre facteur, donc 9n carré plus 6n. Et ça semble marcher. Donc on a a carré sur 3n moins 2. Bien. Et est-ce qu'il y a une suite? Non, la suite c'est du salable. Bien, donc voilà pour cet exercice. Donc pour cet exercice, j'ai envie de vous dire assez classique, hein, sur densité et sur estimateur. Pas de piège particulier. Beaucoup de calculs. Après, voilà, il faut être assez malin pour, quand vous avez fait un type de calcul, ne pas refaire le même type. D'accord? Pouvoir tout de suite dire on fait ça de même, on a telle intégrale IN qu'on reconnaît, donc voilà ce qu'on a. Et sinon, le reste, pour les lois, c'est assez classique. Alors peut-être juste la loi de Y. C'est peut-être la petite question un peu plus difficile. D'accord? Pour aller reprendre la loi de U avec la fonction cube et ainsi de suite. Bon, donc voilà pour la correction d'Ecricom 2020 et donc à très bientôt pour la suite. Au revoir.